Bienvenue sur Outception, les meilleures stratégies de motivation. Je suis Cécile, maître praticien en programmation neurolinguistique, spécialisée dans l'optimisation de la performance. Et au quotidien, je vous emmène à réaliser vos objectifs. Je reçois ici des personnalités inspirantes aux environnements complètement différents, avec un trait commun, la faculté de pouvoir accéder à leurs rêves les plus fous. Comment font-ils pour identifier leurs peurs, modifier leur schéma de pensée et passer à l'action? Retrouvez Outception sur votre plateforme favorite. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Outception, le podcast qui vous parle des meilleures stratégies de motivation. Aujourd'hui, je reçois Arthur Guérin-Bohéry. Bonjour Arthur, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. C'est Cécile, c'est ça? C'est Cécile, c'est ça. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Arthur, j'ai pas envie de te présenter. J'ai envie que nos auditeurs te découvrent parce que tu as un parcours assez exceptionnel et j'ai hâte que tu puisses nous en dire un peu plus. La première question que je vais te poser, c'est la même question que je pose à tous les invités que je reçois sur ce podcast. C'est Arthur, si tu avais 7 ans, si j'avais le petit Arthur de 7 ans aujourd'hui devant moi, 7-8 ans, c'était quoi son rêve de grand garçon? À 7-8 ans, qu'est-ce que je voulais faire à 7-8 ans? Voilà, je sais plus bien. À 7-8 ans, c'est petit. J'avais pas encore découvert la guitare et la musique et tout. Je crois que je voulais être pilote de Concorde ou un truc comme ça. C'était genre un truc dans ce genre. Je voulais être pilote d'avion ou je voulais être... je crois que je voulais être pilote. C'est tout petit. T'avais une envie déjà de... J'étais fasciné par le Concorde et je crois que je voulais être pilote de Concorde. Ok. Ouais. Alors, comment ça s'est passé derrière? Est-ce que tu as fait les choses pour être pilote de Concorde? Non, pas du tout. Ouais, bah, tu sais, quand on est petit, voilà. Mais 7-8 ans, c'est tout petit. Tu sais, on est encore dans des rêves de gamin, quoi. Exactement. Non, je suis pas devenu pilote, du coup. Bah, j'ai fait d'autres trucs, quoi. Comment t'as grandi, Arthur? Ça aurait été cool d'être pilote, mais non. J'adore l'avion, j'adore voyager. Je suis fasciné par les avions. Moi, le vol, le pilotage, pas que des avions, d'ailleurs. Mais non, je suis pas devenu pilote, malheureusement. Enfin, malheureusement ou heureusement. Ça fait tout un tas d'autres choses derrière. Alors, comment tu grandis? Qu'est-ce que tu fais? À l'âge de 7-8 ans, pour le coup, c'est un peu le drame. Tôt. Je perds ma mère D'accord. à l'âge de 8 ans. Donc, c'est un truc qui va conditionner quand même pas mal la suite. Après, beaucoup de déménagements à droite à gauche. Une vie assez itinérante, quoi. La plupart du temps en région parisienne quand même. Un peu en Corse, où j'ai vécu aussi petit. Et puis voilà, j'ai fait mon collège dans plein d'endroits différents. Ensuite, je suis parti en Australie aussi vivre une année à l'âge de 16 ans. Et puis je suis revenu en France. Ensuite, on a habité en banlieue sud dans l'Essonne. J'ai fait mon lycée. Et puis ensuite, je suis revenu sur Paris, mon bac en poche. Voilà, j'ai fait des études d'ingénieur du son. Parce que à l'âge de 10-12 ans, j'ai découvert la guitare et voilà. Depuis que j'ai découvert la guitare, je me suis dit tiens, je vais devenir musicien, guitariste, chanteur. Enfin, moi, je me voyais comme ça, adolescent. Je voyais pas trop ce que j'aurais pu faire d'autre. Et donc après ces études d'ingénieur du son, bah c'était le moment de se lancer. Du coup, c'était difficile. Je manquais beaucoup de confiance. J'étais assez comment dirais-je? Préservé? Et non, j'étais assez inquiet en fait. J'étais assez D'accord. garçon à l'âge de 18, 19, 20 ans. Et du coup, j'ai pas eu le courage, de me lancer dans cette carrière Dans ce musicale. parcours-là? Ouais. Ouais, c'est dommage. Finalement, aujourd'hui, je le regrette. Et puis, je me suis rendu compte que c'était difficile d'être ingénieur du son pour moi, alors que j'avais envie d'être musicien et d'être au service de musiciens, alors que j'avais envie d'être musicien. Du coup, j'ai abandonné cette idée-là aussi. Finalement, tu étais en conflit, quoi. Déjà, à l'intérieur de toi, tu étais en conflit pas de valeur, mais presque un peu, quoi. Finalement, tu n'avais pas envie d'être l'ombre, tu avais envie d'être devant. Ouais, bah, c'est que j'avais envie j'ai envie d'être musicien, quoi. Et c'est frustrant de s'occuper de musicien, alors que j'avais envie d'être musicien, donc j'arrivais pas à résoudre cette dualité, voilà.
Et du coup, j'ai abandonné l'idée d'être ingénieur du son assez rapidement, même si c'était très très intéressant d'essayer de comprendre tout ça. Et puis donc là, je vivais à Paris de petits boulots. Je jouais, je jouais seul ou avec des potes, mais j'ai jamais lancé ce truc sérieusement. Et du coup, je vivais de petits boulots à Paris j'ai fait de la restauration, j'ai fait plein de trucs. Et j'ai terminé chauffeur de maître dans les palaces parisiens. Donc, Ok, j'étais chauffeur dans les grands hôtels parisiens. Donc j'étais pas voiturier, hein, j'étais chauffeur, c'est deux choses différentes. c'est pas pareil. Du coup, je conduisais des gens dans Paris, un métier assez classe. Quand on est jeune, bon voilà, on fait un peu tous les petits boulots. Et c'est vrai que voilà, c'était un petit boulot de jeunesse, quoi, mais qui était pas du tout une vocation et qui était pas du tout un métier passion. Même si je suis passionné par l'automobile depuis tout petit, la course automobile et les bagnoles, j'adore ça depuis toujours. Donc, je me dis, tiens, je vais lier l'utile et l'agréable et je vais devenir chauffeur dans les grands hôtels. Bon, voilà, sauf que au bout de 3 mois, j'en avais marre. Et j'ai quand même fait 4-5 ans là-dedans, 5 ans. Et voilà, et sauf que bon, c'était déprimant, quoi. J'étais pas bien. Et du coup, c'est un peu voilà, et c'est là que j'ai découvert le sport et que je me suis dit, tiens, c'est le sport qui va me tirer de là et notamment, la pratique de l'apnée, que j'ai commencé à l'âge de 26 ans. J'ai Ouais. vu ça. Alors, en tout cas, de ce que tu nous racontes là maintenant, ce qui ressort tout de suite, et l'impression que tu en donnes, c'est que tu as l'air vraiment dirigé options et diversité. C'est-à-dire que tu as l'air d'avoir envie d'explorer comme ça jusqu'à une certaine maîtrise, et puis quand ça t'apporte plus grand-chose, en fait, il faut changer. Réfléchis. Oui, il y a un peu de ça. Disons que oui, disons que je fais plein de choses. J'ai fait plein de Ouais, choses en tout cas. t'es Euh, curieux, quoi, de découvrir. ouais, ouais, carrément. Après, je sais ce que j'ai envie de faire quand même. J'ai une idée assez précise de ce que j'ai envie de faire. Donc je vais pas au hasard comme ça chercher Mais des trucs. Mais ouais, ouais, il y a un peu de ça. alors, je vais quand même te présenter rapidement, du coup, puisqu'on y est. Arthur Guérin, tu es apnéiste professionnel et champion du monde en 2013, 2015, 2016. Et tu décroches 6 records du monde et 5 titres. Est-ce que j'ai bon? 5 fois champion du monde et 8 records du monde. 5 fois champion du monde et 8 records du monde. Alors, j'ai découvert quelque chose en préparant un petit peu notre entretien. Parce que moi, je connaissais l'apnée comme souvent on la connaît ou en statique ou en profondeur. Ouais. Toi, c'est une apnée dynamique. Oui, alors on peut aussi faire de la distance à l'horizontale, oui, c'est vrai. D'accord. Et alors c'est vrai que je fais beaucoup de compétitions dans cette discipline, enfin ces disciplines d'apnée à l'horizontale, parce qu'on peut y aller de différentes manières, on peut le faire avec des palmes, on peut le faire à la brasse, et voilà, et je fais aussi de l'apnée statique, j'en ai fait en compétition aussi, et pas mal, même si c'est pas du tout ce que je préfère. Et par contre de la profondeur en mer, ça j'aime beaucoup en faire, donc ça c'est vraiment un truc que je fais. C'est ce que je fais le plus finalement, même si c'est pas là où j'ai eu les records et les Ouais, on va titres. en parler après. C'est assez fou. Ce que je préfère faire, en tout cas, bien sûr, c'est d'aller en mer, en profondeur. Comment on arrive à... C'est 26 ans, tu m'as dit, hein, à l'instant. C'est 26 ans, tu te mets au sport à l'apnée, en tout cas. Et comment, à un moment donné, on arrive je découvre l'apnée. Ah, tiens, il se passe quelque chose et je vais me mettre à la compétition et je vais même... il est même peut-être possible que j'arrive à faire des records. Comment ça se passe? Dans- Qu'est-ce qui se passe? Il y a un déclic? Comment ça se passe? C'était très simple. En fait, j'ai fait une année d'apnée découverte au tout début, à l'âge de 26 ans, où j'ai découvert l'apnée, du coup, en m'inscrivant dans un club à Paris. Euh, parce que j'étais très fan du Grand Bleu, puis j'étais pas bien dans ma vie parisienne, donc il fallait que je fasse quelque chose qui me sorte un peu de là. Donc je me suis dit, tiens, il y a une dimension un peu sport-thérapie dans l'apnée qui est quand même intéressante. On peut peut-être essayer. Voilà, puis je savais même pas s'il y avait des clubs, puis je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y avait des clubs partout. Donc j'ai trouvé un club à côté de chez moi, et à Montreuil, en région parisienne. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai commencé par faire de l'apnée dynamique à l'horizontale, parce que c'est de l'apnée en piscine, et donc c'était de la distance à l'horizontale, ce qui est une discipline finalement assez différente de la profondeur, avec des difficultés en plus, mais aussi
mais aussi des facilités en plus qu'il n'y a pas dans la mer, en profondeur, et vice-versa. La mer a aussi ses avantages, et, enfin, ses facilités et ses difficultés. Enfin, c'est vraiment deux disciplines très différentes, Différente. des entraînements différents qui font appel à des techniques différentes, et même un travail mental différent finalement. Enfin, surtout. Et du coup, j'ai découvert donc cette apnée dynamique à Montreuil à l'âge de 26 ans. J'ai fait une année d'apnée découverte, donc qui était vraiment apprendre le b.a.-ba, apprendre à respirer, apprendre à se mouvoir sous l'eau, apprendre à appréhender l'envie de respirer, le relâchement, etc. Et puis après une année, on m'a simplement conseillé proposé de faire des compétitions, des toutes petites compétitions. Et puis j'ai juste suivi ce qu'on me proposait de faire finalement. J'ai fait des petites compétitions, mais j'ai commencé à gagner des médailles, à faire des podiums, etc. Et ça a été de fil en aiguille comme ça. J'ai fait plein de petites compétitions sur la saison, et à la fin de la saison, j'ai pu participer aux championnats de France. Ils sont réservés aux 50 meilleurs Français de la saison. Et donc j'ai été au championnat de France cette année-là, et j'ai terminé vice-champion de France, 57 mètres à la brasse. Et puis là, j'ai été repéré par le staff de l'équipe de France, qui est venu me voir et qui m'a proposé d'intégrer l'équipe de France pour partir au championnat du monde d'apnée qui avait lieu un mois et demi plus tard en Russie, à Kazan, en 2013. Et donc là, je suis parti et puis je suis devenu champion du monde pour la première fois en 2013. Donc finalement, j'ai un peu suivi, j'ai vraiment suivi les conseils qu'on m'a donnés, quoi. Il y a eu, voilà, il n'y a pas eu de flash. Ça s'est fait progressivement, petit à petit. J'ai progressé et j'ai été toujours plus loin à chaque fois en me fixant de nouveaux objectifs. Ça a été une progression assez raisonnée, assez lente, rapide parce que ça a pris 1 an, mais qui a été en tout cas progressive et, euh, et assez linéaire finalement, même si elle a été assez rapide. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Alors, je vais essayer de formuler ma question correctement, mais bon, je reçois pas mal de sportifs, c'est vrai, mais pas que. Et à chaque fois, on me parle de notion de plaisir dans ce qu'on fait. De notion de plaisir, alors, soit dans l'exercice, dans la pratique, ou soit dans la satisfaction à se sentir un peu évoluer, progresser. Enfin, il y a toujours quelque chose comme ça qui est là, qui est présent. Est-ce que c'est le cas pour toi? Parce que tu vois, en fait, ce que tu me dis, c'est que tu arrives un peu par hasard, finalement, à l'apnée. Ouais. Et puis finalement, tu t'entoures, enfin en tout cas ceux qui t'entourent t'accompagnent et te guident vers quelque chose qui va t'emmener vraiment loin et qui te nourrit quelque part aussi au plus t'avances. Tu passes un step, puis un autre, puis tu continues, tu te laisses un peu guider. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Il y a vraiment cette notion de plaisir-là aussi ou tu te laisses un peu guider? Tu vois, en termes de sensation, c'est quoi? Alors, sensation. Ouais, d'émotions, de sensations. Il y a quelque chose qui grandit en toi à ce moment-là? Alors oui, c'est-à-dire qu'en fait, l'apnée a quand même été un truc qui m'a beaucoup servi à ce moment-là parce que justement, j'étais pas bien dans ma vie parisienne et donc du coup, ça m'a fait beaucoup de bien. La pratique en elle-même m'a fait du bien dans son aspect. Lâcher prise. Ouais, alors déjà les facteurs circonstanciels de la pratique, c'est-à-dire le contact avec l'élément, la pesanteur, le silence, le fait de bloquer sa ventilation, l'aspect concentration, au sens propre du terme, le fait d'être vraiment centré sur soi. Et puis aussi la gymnastique mentale que ça impose, parce que c'est une discipline assez exigeante à haut niveau, qui est assez difficile. Et donc ça aussi, ça booste quand même, enfin ça entraîne quand même la capacité d'adaptation, la résilience, la force mentale, la combativité. Ça entretient quand même tout ça, la confiance en soi, bien sûr. Ça a eu un impact assez rapide quand même au fur et à mesure des entraînements quand j'ai commencé. Ouais, c'est le bénéfice finalement. C'est le facteur bénéfice qui t'a... Ouais, ouais, ça me faisait du bien en tout cas. Et puis après, j'ai commencé à gagner des compétitions. Et donc il y a l'aspect réussite sportive qui s'est ajouté à ça. Et une fois que je suis devenu champion du monde pour la première fois, il y a eu le troisième effet qui se coule, qui était la dimension professionnalisation éventuelle aussi.
dans ce milieu-là. Donc voilà ce que ça m'a apporté au niveau personnel sur ce parcours, pour répondre à ta question, au niveau sensation. Okay. Je dirais que ça a été ça la progression. Ça a été d'abord le bien-être ressenti par la pratique en elle-même, ensuite la dimension réussite sportive et ensuite la dimension C'est une professionnalisation. évaluation. Après, la dimension de plaisir n'existe pas beaucoup dans l'apnée en compétition à haut niveau. C'est un sport très exigeant, très difficile. Euh, En tout cas, il n'y a pas de plaisir dans le moment, quoi, dans l'instant T. le plaisir est beaucoup moins présente que dans la pratique récréative de l'apnée. En compétition, c'est dur, mais comme beaucoup de sports, hein, Bien sûr. c'est dur. Et par contre, quand on pratique pour le plaisir, c'est pour le plaisir. J'essaierai de te poser quelques questions à la fin sur la pratique, mais je voudrais qu'on continue sur ton parcours parce que il y a un moment, je sais plus sur quoi je l'ai vu. Je suis pas sûre parce que j'ai regardé Sonny Boy aussi. Donc le reportage sur ton exploit dont on parlera un tout petit peu plus tard, mais je sais plus sur quoi je l'ai vu. Mais tu dis qu'à un moment donné, en fait, la piscine. Alors il y a plusieurs choses. Tu dis que la piscine, c'est peut-être pas un espèce de ras-le-bol, mais en tout cas, tu veux passer à autre chose. Et il y a une image qui m'a fait sourire, ou en tout cas qui a été très parlante pour moi, où tu dis que finalement c'était hyper ingrat parce que tu étais juste en dessous. Enfin, tu te mets juste en dessous du niveau de l'eau. Donc en termes de difficulté, ok, tu es en apnée, donc c'est difficile, il y a toute cette préparation, etc. Mais c'est comme si tu avais la possibilité à chaque instant de pouvoir juste tourner la tête et de respirer. Et donc tu ne le fais pas. Et donc il y a cette lutte interne qui est là, comme si tu étais en plein désert avec une gourde et que tu pouvais pas boire. Ah ouais. Oui, c'est vrai que je dis ça au début du film. Ouais, j'ai beaucoup aimé cette image-là. Donc Ouais, finalement, ouais, donc c'est comme si tu avais fait le tour un petit peu de la piscine, tu as envie d'aller chercher autre chose? Ah oui, oui, bah moi, assez vite, j'ai eu envie d'aller en milieu naturel. Donc je me suis rapproché de la mer assez vite quand même. Dès que je pouvais, j'allais en mer. Et c'est vrai que le milieu naturel est quand même vachement plus sympa que la piscine, hein. Donc l'idée, c'est de pratiquer en mer. Enfin, c'était de pratiquer en mer le plus régulièrement possible. Et d'aller en lac aussi. Donc là, c'est pour ça que j'ai fait des records en lac aussi après. Mais ouais, c'est vrai que la piscine, j'ai fait beaucoup de compétitions et de records en piscine, mais c'est vrai que ce que je préfère faire, encore une fois, c'est être au contact du Dans le milieu milieu. naturel. Alors, on va parler de ce fameux record, puisqu'il y en a deux. Alors, je l'ai noté, mais je vais essayer ok, on est 2 records en eau glacée à la brasse, donc 120 mètres en combi, 105 Oui. sans combi. Tout à fait. Si vous n'avez pas vu le reportage, Là, sous la glace, c'est ça. oui, regardez-le. C'est très fort, c'est hyper puissant. Je savais que j'allais être impressionnée, mais on n'est plus juste sur de l'apnée, on est sur de la résistance à la douleur. Au froid, en tout cas, ouais, bien sûr. Pour le froid, c'est quand c'est très, quand l'eau est glaciale, c'est-à-dire en dessous de 5 degrés, effectivement, ça peut être assimilé à de la douleur quand on rentre dedans. Mais c'est un truc qui se gère, hein, finalement, quand on prend l'habitude de le faire. Comme tout, c'est une question d'entraînement et d'acclimatation. 2 ans? Ouais, 2 ans au moins de préparation pour ce record. 2 et 3 ans. 3 ans plutôt, je dirais même. 3 ans? Ouais, j'étais plus très sûre. Mais tu t'expliques à un moment donné, bon, il y a tout un process hein, entre la respiration, le fait de mettre ton corps au chaud à un moment donné et de continuer à te mettre dans un état un peu semi-hypnotique en fait. Hein, on est Ouais, d'accord? tout à fait. Ouais. Parce qu'il y a eu un moment où tu t'es dans ce lac-là et tu restes plus de 20 minutes, je crois, donc sans combi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et là, tu te fais peur? Oui, effectivement, j'ai eu un peu peur ce jour-là. Ouais, ouais, il y a eu un début d'hypothermie avec aussi probablement une chute de tension. Tout ça lié en mélangé à de l'hypoxie en plus. Voilà, donc c'était un cocktail hypoxie, hypothermie et chute de tension. Parce que là, tu le dis, hein, tu dis là, j'y retournerai pas. Bah oui, je me suis fait peur ce jour-là. C'était très impressionnant parce que je tenais plus debout. Ouais, c'était c'était très impressionnant. Ouais, j'ai vraiment flippé. Bah ça m'était jamais arrivé en plus, donc c'était une première. Mais c'est vrai que j'ai découvert que en faisant des apnées longues dans de l'eau glaciale, le corps réagissait quand même de manière assez violente, avec des variations de pression artérielle, avec des variations de rythme cardiaque aussi, bien sûr.
avec une question aussi de température, donc d'hypothermie, une grosse vasoconstriction très profonde, donc qui va augmenter la pression artérielle interne. Hein. Sort de l'eau, la pression artérielle interne va baisser, donc on va faire une chute de tension. Donc il peut y avoir aussi des arythmies cardiaques. Bon, tout ça est quand même assez puissant. Et voilà, il faut vraiment laisser le temps au corps de s'acclimater et de s'adapter à ces conditions qui sont quand même très extrêmes. Et c'est vrai que ce jour-là, en Haute-Maurienne vanoise, où j'ai fait 20 minutes dans une eau à 2 degrés, en faisant des apnées successives, en plus assez longues, hein, parce qu'on était sur des apnées de 60-70 mètres, je dirais, à peu près. Et ben je suis sorti au bout de la 3e apnée, mon corps a dit stop, quoi. Je suis sorti et c'est vrai que j'étais, à mon avis, c'est voilà, une chute de tension, voilà, une hypoperfusion cérébrale liée à de l'hypoxie et quand même un début d'hypothermie aussi. Voilà, assez modéré, je dirais. Tu te remets relativement vite ou pas? Ou c'est long derrière? Non, je me suis remis assez vite. Hein, ouais, bah attends, j'ai mis plus d'1 heure à me réchauffer quand même, parce que j'avais été assez loin dans l'hypothermie. C'était une hypothermie modérée, je pense. Il y a 3 niveaux d'hypothermie, hein, c'est léger, modéré et profond. Donc c'est en hypothermie modérée, je pense là. Et j'ai mis plus d'1 heure à me réchauffer. Puis bon, les pompiers sont venus, j'ai été Pris en charge? emmené aux urgences, ouais, et bah, je me suis remis très très vite. Alors, et quand tu t'en remets, est-ce que ton mental, il reprend tout de suite le dessus ou tu veux toujours pas y retourner? Combien de temps ça dure? Ouais. Ouais, après, je faisais quand même vachement plus gaffe à ce que je faisais. Donc après, j'étais très très précautionneux sur le temps d'immersion. Voilà, après, je faisais vraiment gaffe au temps d'immersion. C'est là que j'ai compris qu'il fallait regarder sa montre quand on était dans de l'eau glacée et ne pas se fier qu'aux sensations. Parce que jusqu'à présent, tu regardais pas la montre. Je regardais la montre, mais parfois, je me disais, allez, je suis bien, c'est bon, je reste encore un peu. Et ce jour-là, c'est clairement ce que j'ai fait. Je devais rester 10 minutes dans l'eau, je suis resté 20 minutes. Que je me suis dit, bon, ça va, je suis bien, allez, Ça j'arrête. tient. Je pousse un peu, on est en train de faire de belles images en plus. Et puis voilà, donc il faut vraiment regarder sa montre et se fier uniquement à sa montre, quoi. C'est l'eau froide, c'est très trompeur et donc il faut faire attention, justement à pas se fier à ses sensations et plutôt à se fier à sa montre. Et qu'est-ce qui te tient à ce moment-là? C'est le fait de non, j'ai décidé que j'allais le faire, donc je continue. En fait, là, j'essaie d'orienter ma question, c'est comment tu fais pour lever ta peur? C'est qu'est-ce qui va te pousser à garder cette motivation et à continuer derrière? C'est est-ce que parce qu'il y a un record derrière? Est-ce que parce que je me suis engagée? Est-ce que, tu vois, qu'est-ce que c'est qui pousse? Ouais, tout à fait, c'est l'engagement, les proches aussi qui m'ont soutenu, mais l'engagement, oui, je m'étais engagé, on produisait un film, donc il y avait une équipe avec moi, il y avait des sponsors qui étaient engagés aussi, il y avait des médias qui étaient engagés, on avait l'AFP avec nous, il y avait une communauté qui me suivait, il y avait donc il y avait du monde, oui, c'était une logistique quoi, très engageant, j'étais très engagé dans tous ces processus. Et donc, bien sûr, c'est aussi beaucoup pour ça que j'ai continué, mais bon, aussi pour moi, parce que je m'étais fixé un objectif et que l'idée, c'était quand même d'essayer. D'aller jusqu'au bout. Même si c'était pas d'aller jusqu'au bout, de réussir, mais en tout cas d'essayer. D'aller jusqu'au bout de ce que toi, tu pouvais faire. Donc voilà, c'était hors de question que j'arrête après m'être préparé déjà depuis 1 an et demi. On était à peu près à la moitié de ma préparation à ce moment-là, je pense. Donc c'était hors de question que je lâche l'affaire. Que tu lâches, ouais. Et ça, c'est ce que tu te dis. Alors, je te pose cette question-là parce que j'aime bien faire des parallèles à la vie courante. On est quand même sur des choses un peu exceptionnelles que tu nous présentes ou que certaines autres personnes sont venues partager derrière le micro. Voilà, on n'a pas tous envie d'aller faire un record et de nager 100 mètres à la brasse sous la glace. Il n'empêche que dans la vie courante, on peut être aussi amené à avoir des peurs pour diverses raisons et variées, qui nous sont amenées des fois par l'environnement ou par le fait qu'on est allé pousser trop loin les choses. Et finalement, soit on arrive à l'élever et on continue à avancer, ou soit on n'y arrive pas. Donc du coup, j'aime bien faire ce parallèle-là parce qu'il y a 2 choses que tu nous dis. C'est ouais, je me suis engagée avec l'environnement extérieur et il y a des gens autour, mais pas que.
C'est-à-dire qu'au-delà de ça, ce qui va quand même continuer à motiver et à t'amener à aller jusqu'au bout, c'est ton déclencheur à toi. C'est ce que tu veux aller chercher toi. Et ça, je crois que c'est super important à rappeler. Oui, oui, c'est vrai, c'est ça. C'est-à-dire que c'était... moi, j'étais dans quelque chose qui était très... Enfin, tu sais, quand on est conditionné comme ça pour faire un record, on est déterminé, en fait. Et puis, en fait, on a cet objectif qu'on s'est fixé. Quand on est dans le sport de haut niveau, dans l'apnée à haut niveau, en plus, qui est un truc très exigeant, en fait, on a l'habitude de sortir de sa zone de confort, finalement. Donc, c'est un truc qui devient un peu routinier, finalement. Et donc, on habitue son cerveau à cet exercice de sortir de sa zone de confort, de faire face à des trucs très exigeants, etc. Et donc, c'est vrai que c'est un truc assez extrême que je tentais là, donc c'est des accidents et des incidents qui malheureusement font partie de la préparation et finalement j'ai vu ça d'une manière assez sereine, quoi, assez vite, même si je faisais attention à ce que je faisais derrière, si tu veux, c'est pas ça qui m'a empêché d'y retourner. Et t'as appris de ça finalement. Quand je disais j'y retournerai pas à l'image, quand je parle à T'étais mon sous choc. frère, c'est j'y retournerai pas ce Là. jour-ci. Ok. Continuer ce jour-là, là où on était. Ça voulait pas dire j'y retournerai pas dans le projet global. Ça voulait dire j'y retournerai pas là. Laissez-moi tranquille. C'était pas j'y retournerai pas, voilà, non, parce qu'on peut peut-être effectivement mal comprendre à ce moment-là. C'était pas une perte de motivation générale pour le projet, c'était pour la journée, quoi. Ça voulait dire j'y retournerai pas là maintenant, quoi. Je me suis fait peur, là c'est bon, quoi, on arrête, quoi. C'est ça que ça voulait dire. Ok. C'est vrai que sur le moment, Mais en tout cas, ça m'a aussi alerté sur voilà, pas mal de trucs par rapport à mon adaptation à l'eau glacée. ouais, c'est ça que je voulais Froide, dire. et donc j'ai pris quand même vachement plus de précautions derrière sur la suite pendant T'en as mes... tiré des leçons. Ouais, exactement. Voilà. Finalement, de ce grain de sable, entre guillemets, de ce qui s'est présenté à toi et qui a été un obstacle à un moment donné. Ouais. Ça t'a servi pour aller derrière, au-delà et te préparer d'une autre façon. Et tu dis à un moment donné, et je crois que c'est le plus dur, enfin, il y a une histoire d'acceptation. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sent dans ce que tu racontes et que je crois que tu dis détacher tes pensées qui nous paralysent en surface. C'est une belle phrase parce que finalement, ça aussi, c'est pareil. C'est très imagé par rapport à ton activité, mais en vrai, dans la vraie vie, c'est la même chose. Et à partir du moment où tu commences à accepter le risque que tu prends, c'est là où finalement tu fais ton record. Ouais, tout à fait. C'est quelque chose que je raconte beaucoup en conférence, hein, c'est que je me suis traîné un peu cette trouille pendant longtemps. Alors la trouille de ce record qui est quand même un record assez engagé au niveau cardiologique, au niveau physiologique. Donc les réactions physiologiques liées à l'eau glaciale sont assez fortes et les réactions physiologiques liées aux apnées très longues aussi. Et les deux mélangés ensemble, ça s'additionne. Pardon. Et donc du coup, c'est assez violent et assez inconnu finalement. Donc, on a essayé de comprendre certaines choses avec mon cardiologue, hein, pour comprendre ce qui se passait pendant ces apnées très longues dans de l'eau glacée. Alors on a compris certains trucs, mais voilà, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que j'ai pas 10 000 apnéistes qui sont passés avant moi sur des études, tu vois, médicales pour comprendre exactement ces adaptations physiologiques. Donc, on n'a pas vraiment de précédent. On n'a pas vraiment de recul. On manque de volume, on manque de temps. On a qu'en fait, j'allais complètement dans l'inconnu finalement avec ce truc-là, malgré tout ce qu'on faisait, quoi. Et donc c'est vrai que j'avais peur de la manière dont mon corps allait réagir. En plus, j'ai pas eu vraiment d'occasion de me tester en conditions parce que j'ai pas de lac gelé dans mon jardin, j'ai pas d'accès à des lacs gelés très régulièrement, donc j'ai eu très peu finalement de conditions in situ pour m'exercer avant. Et puis si on fait de l'apnée dans un lac gelé, il faut au moins une équipe de 10 avec soi pour préparer pour préparer ce qu'on appelle le setup, c'est-à-dire les lignes de vie, les câbles guides, les apnéistes de sécurité, extraire les blocs de glace pour les issues de secours. Enfin, tout ça, c'est une logistique monstrueuse. Donc finalement, j'ai jamais eu la logistique nécessaire pour m'essayer en conditions réelles avant le record.
Et donc, je savais pas vraiment comment mon corps allait réagir dans cette eau aussi froide sur des apnées aussi longues. J'avais fait des apnées longues dans de l'eau relativement froide, mais pas aussi froide et pas aussi longue. Et donc, j'ai été vraiment dans l'inconnu et ça me faisait assez peur. Et c'est vrai que cette peur, voilà, je me la suis traînée jusqu'au jour J pendant longtemps. Et alors, cette peur m'a motivé aussi et m'a permis de me préparer quand même au mieux. Ça m'a permis d'essayer de réduire m'a poussé à réduire le risque au maximum finalement, en m'entraînant, en me préparant, en m'acclimatant à l'eau glacée, en me préparant en apnée, en faisant ces analyses aussi avec mon cardiologue. Donc tout ça, c'est aussi lié à cette peur et à ce risque qui existait. Et puis c'est vrai que le jour J, quand je suis sur la glace, cette peur est toujours là et finalement, euh, alors je fais une préparation de 2 heures quand même avant de partir, qui est quand même assez Ouais, c'est long. lourd, qui me met dans un état quand même assez second. Ouais. Mais malgré tout, au moment de m'immerger dans l'eau, j'ai toujours cette trouille et cette boule au ventre un peu. Et c'est vrai que au moment de partir, enfin 30 secondes avant de partir, j'arrive à lâcher prise par rapport à cette peur, en acceptant que peut-être ça peut mal se passer sous la glace. Et ce processus d'acceptation et de lâcher prise est très important parce que sinon c'est difficile de partir finalement. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, j'arrive à me détacher du dernier boulet qui est accroché à mon pied. J'aime bien cette image-là, et j'arrive à me détacher de la peur. C'est pas que j'ai plus peur, c'est que j'ai accepté Elle est que là. le Elle est là, risque mais elle t'est guidée. et que ça faisait partie du jeu. Et donc j'ai accepté le risque. C'est ça en fait. Alors, je suis curieuse. Techniquement, comment ça se passe? Je vais essayer d'être claire dans ma question. Parce que tu vois, là, tu dis boule au ventre. Moi, si j'ai peur de quelque chose ou si j'appréhende quelque chose, ça va se manifester, ou si je suis stressée pour quelque chose, ça va se manifester de plusieurs façons. La première, c'est que je vais mentaliser, je vais visualiser quelque chose encore qui n'existe pas. Donc, je vais réussir à me créer des images mentales de choses qui n'existent pas et qui vont me créer et qui vont me générer une sensation physique dans mon corps. Donc, ça va se situer dans ma gorge ou dans mon plexus. Toi, c'est dans le ventre. OK. Pour l'enlever, bon, il y a des techniques de respiration qui sont... Toi, comment tu fais? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Si tu pouvais l'expliquer. Oh là là, c'est très difficile. Je sais pas trop comment expliquer ça. C'était de l'inquiétude c'était de la peur d'y rester, quoi, clairement, parce que c'était quand même, le risque était bien réel, la Bien peur. sûr. Donc, c'était pas un truc imaginaire. Moi, il y avait vraiment un risque. Non, bien sûr. Mais là, pour le coup, c'est une vraie question que je te pose. C'est quand tu te fais tes états méditatifs, en fait, qui sont liés, ou pseudo-auto-hypnose, j'imagine, quand tu fais de la respiration, il y a deux facteurs. Il y a le facteur physiologique, forcément, quand tu te mets en apnée, etc., qui vient créer des ondes et qui permet une neutralité. Bon, OK. Mais il y a aussi cet état méditatif qui te permet de te mettre... Comment ça fait dans ton corps? Oui, les exercices de respiration comme ça successifs qui sont assez intenses, ils stimulent énormément le système nerveux parasympathique. Et ils ralentissent énormément le métabolisme aussi. C'est pour ça qu'on peut avoir froid. Donc, faire attention aussi le cadre du cadre dont on pratique. Mais c'est vrai que ça ralentit énormément le système et le cerveau aussi, donc les pensées. Et c'est vrai que au bout d'une heure d'exercice de ce genre-là, on est assez shooté, quoi. Alors, Ouais. c'est-à-dire que le système nerveux est très ralenti, la tension a Bien baissé, chuté, ouais. le rythme cardiaque a ralenti aussi, et finalement ça amène aussi, ça augmente le niveau de concentration aussi beaucoup. Et c'est vrai que ça aide beaucoup. Au moment où je me mets dans l'eau, ça aide beaucoup. C'est un état assez méditatif, assez hypnotique presque Mhm. même, Mhm. euh, où on est focalisé sur l'objectif, on n'entend plus trop ce qui se passe autour, on voit ce qui se passe autour d'ailleurs non plus. Et, et c'est vrai que malgré cette préparation, j'ai quand même, au moment de partir, j'ai quand même encore cette trouille Tu de le sens. l'inconnu. Ouais, ok. Et c'est vraiment le dernier truc qui me reste à régler, quoi. Et la manière que j'ai de le régler, finalement, c'est d'y croire, quoi. C'est d'accepter
d'accepter que peut-être ça peut mal se passer, quoi, et d'accepter que ça fait partie du jeu et que je me suis préparé pendant 2 ans, qu'aujourd'hui je suis là, que c'est le moment d'y aller et que bah écoute, si ça se passe mal, c'est dommage, mais ça fait partie du jeu. C'est d'accepter le risque, c'est exactement ça. S'en remettre à sa bonne étoile, quoi. Mais c'est Tellement tu te coupes de ta pensée, là. Tu te mets dans l'action. oui, c'est vrai. Alors c'est ça, t'essaies de chasser les pensées, de te dire bon bah on verra. C'est vraiment ça, quoi. Et puis bah t'y vas, quoi. Enfin Et tu tu y vas quand même. Et quand ouais, t'es dans l'eau, c'est exactement ça. ouais, système 1, système 2, t'arrêtes. Tu vas, Exactement. tu vas. Quand t'es dans l'eau, quand t'es dans cette eau glacée, là, parce que tu t'y arrives pas du premier coup, je crois. Si je me souviens bien. Oui, Enfin, oui. en combi, oui, mais pas sans combi. Parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu cette peur qui est revenue quand t'étais sous l'eau? Oui, exactement. Que j'étais quand même euh, pas certain de la manière dont mon corps allait réagir. Parce que t'étais resté sur cette peur d'hypothermie de la première fois? Enfin, tu vois, est-ce que ton De cerveau, il la t'a... oui, puis sur d'autres entraînements ensuite, Ok, hein, qui ont eu lieu ouais. aussi. Oui, avec des sensations un peu étranges. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai 90 mètres, c'était pas l'objectif que je m'étais fixé, mais ce jour-là, pour une première tentative, c'était très bien pour pouvoir tester Expérimenté? un petit peu dans ces conditions et voir comment je m'en sortais. C'était vraiment ça aussi dans ma tête, le fait de sortir à cette distance-là, c'était un galop d'essai, quoi. Voilà. Alors bon, bah c'était déjà un record du monde d'ailleurs, hein, parce que 90 mètres, c'était déjà un record du monde. Donc, finalement, c'était un record que j'ai battu 2 jours plus tard en faisant un nouveau record. Génial, génial. Quand ça marche et que t'es dans l'eau, quand t'es dans l'eau dans cette traversée, donc t'es dans un état un peu second, tu l'as expliqué parce que tu t'es préparé avant, ok, avec tout ton système parasympathique qui est au ralenti, etc. Ouais. T'arrives à te connecter quand même à l'extérieur ou t'es vraiment centré sur ce que tu ressens à l'intérieur? Non, je suis pas trop connecté avec l'extérieur, à part la voix du juge qui donne le compte à rebours. T'entends rien? Non, T'es quoi? T'es sur tes sensations? même pas. Puis Tu flottes. ouais, C'est un peu ça. tu sais, en méditation, on est juste au moment présent, puis on n'est même pas sur ses sensations en fait. On est sur le moment présent. On n'est pas sur quelque chose en fait. Hmm. On est sur rien, quoi. Ah ouais? C'est-à-dire que les pensées vont et viennent sans s'accrocher, sans s'attarder. Ça passe. Voilà, t'es juste sur le moment. T'es même pas sur les sensations en fait. Tu pratiques ça au quotidien? Non, Ce genre? Pas du tout. C'est que pour aller donc méditation, respiration, tu fais pas du tout. non, c'est que avant les grosses performances. Alors si, ça peut m'arriver de faire des exercices de respiration hein, au quotidien. Ça peut m'arriver bien sûr. Oui. Mais les grosses préparations comme ça, d'1 heure, 2 heures, c'est généralement avant les grosses performances en apnée. Et alors, est-ce que dans la vie, quand tu as quelque chose qui pourrait te stresser ou t'ennuyer, Ouais. est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais répliquer par rapport à ta performance sportive ou pas du tout? Oui, bah ce processus, alors oui, ce processus de sortir de sa zone de confort pour sauter un peu dans l'inconnu, ça c'est un truc que je fais très régulièrement, très souvent. Je le fais pour plein de trucs, au fur et à mesure de ma carrière déjà dans mes performances, mais je l'ai fait assez vite en 2014-2015 avec mes premières conférences aussi, mes premiers plateaux télé, les premiers médias. Je l'ai fait assez vite aussi pour apprendre à discuter autour d'une table avec mes sponsors, par exemple. Mmh. Et aujourd'hui, je le fais clairement très régulièrement dans ma vie d'entrepreneur. C'est-à-dire, là, tu vois, je fais une série documentaire, donc Ouais. j'incarne la caméra des épisodes d'une série documentaire. Après, je vais faire des conférences devant, je sais pas, 2-3 000 personnes. Après, je dois monter sur un plateau télé pour raconter ce que je fais ou pour répondre à des questions. Après, je vais rencontrer un directeur marketing d'une grande marque pour lui expliquer mes projets et, euh, et, euh, et lui faire comprendre que ce serait bien qu'on travaille ensemble. Et tout ça, c'est des trucs assez challengeants finalement qui
qui font appel à de la ressource, quoi. Et je Mmh. compte de sortir de ma zone de confort. Alors quand on n'a pas l'habitude au début, c'est compliqué. Bien sûr, Finalement, quand on prend l'habitude et qu'on s'entraîne régulièrement, bah, c'est quelque chose qui est de moins en moins compliqué. c'est comme tout. Ce processus devient assez naturel et on devient quelqu'un d'entreprenant. Voilà, pas forcément d'entrepreneur d'ailleurs, parce que c'est deux choses différentes, mais en tout cas, on devient entreprenant. Et donc, oui, bien sûr, j'applique ce processus au quotidien pour aller dans l'inconnu. Voilà. Et, et essayer de m'adapter à de nouvelles situations, de nouveaux challenges, pour être finalement le plus complet possible. Et pour moi, mon slogan pour mes conférences, c'est sortir de sa zone de confort pour devenir acteur de sa propre existence. Je l'ai noté, j'allais te la dire. Je l'ai entendu, je l'ai trouvé fort. C'est acteur de sa propre existence, c'est ce que tu dis, ouais. Finalement, tu as une soif aussi d'aventure et d'exploration, mais tu explores ta vie à fond, quoi. Tout ce qui peut être challengeant pour toi, en soi, enfin, même pas, enfin, tout ce qui peut t'apporter quelque chose, en fait, ouais, et qui te fait un peu sortir de ta zone de confort, tu as cette capacité-là à le transformer finalement en opportunité et à le vivre pleinement. Ouais, mais il faut que ça me plaise. C'est-à-dire Il faut que, que ça fasse du sens. voilà, il faut que ça ait du sens par rapport à ce que j'ai envie de faire et c'est surtout ça. Ok. Il y a un autre reportage, je sais plus où est-ce que je l'ai vu. Enfin, là, tu es en pleine mer et tu nages parmi les orques. Ouais, C'était un peu touchy aussi quand même là comme aventure. Hein. Tu es au milieu d'un truc un peu inconfortable. Hein. Entre les orques, les bandes, je ne sais plus, les pêcheurs, enfin, et les conditions, on est quand même sur quelque chose de pas hyper confort. Et tu te laisses bercer par ce que tu vois et tu as envie de les suivre et tu dis qu'il y a la maman orque, ou en tout cas un orque, une orque, qui se met en travers et tu vois son œil. Ça veut dire clairement non, en fait là, stop. Et tu peux pas les suivre. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? C'est chouette aussi. On n'est pas sur un record, mais on est sur quelque chose. Enfin, là, en termes de je vais sortir de ma zone de confort et je vais vivre pleinement le truc, on y est. Hein. oui, bah ça c'est les projets que je développe post-carrière d'athlète. Donc les orques en Norvège, j'y étais 2 fois. Et la deuxième fois, du coup, ouais, c'était pour ma série documentaire, donc pour l'Odyssée salée, qui est ma série documentaire. Donc c'était le premier épisode de l'Odyssée salée, où j'ai été nager avec les orques en apnée dans les fjords norvégiens. Et ouais, bah l'eau est à 2 degrés, donc c'est quand même assez challengeant. Et toute la journée en tournage sur le bateau, donc quand même très froid, même si on a des grosses combinaisons. Et puis bah voilà, on se met dans l'eau avec des orques et des baleines à bosse aussi, parce qu'on a aussi des baleines à bosse dans cette zone. Et puis bah c'est des gros animaux, donc c'est très impressionnant. Alors c'est inoffensif, hein, donc il y a pas de risque en soi, mais c'est quand même des animaux sauvages, donc il faut quand même être vigilant euh, au comportement qu'on a nous déjà, et aussi au comportement qu'ils ont eux, pour essayer d'être dans une approche déjà qui est la moins invasive possible, la plus respectueuse possible, et ne pas faire de bruit, être furtif, se fondre dans le décor. C'est pour ça que l'apnée d'ailleurs est une très bonne manière de le faire, c'est qu'on est silencieux et qu'on se soumet à l'élément. Hein, on n'est pas invasif, on n'est pas avec des bougies, on n'est pas en train de forcer la nature. On se soumet à l'élément, on bloque sa ventilation pour évoluer dans un milieu qui n'est pas le nôtre. Donc il y a quand même aussi une symbolique d'humilité quand même assez forte là-dedans. Et puis au contact de ces animaux, l'idée est d'essayer toujours de rester à sa place, bien sûr, de jamais aller au contact, ça c'est évident. D'être là uniquement comme observateur s'ils acceptent de nous approcher, ça c'est important de le noter. Et du coup, dans cet esprit-là, en respectant ces règles-là, j'ai réussi à avoir quelques interactions assez belles. Et c'est vrai que j'ai été approché par des jeunes, parce que les jeunes sont toujours très curieux. Donc de jeunes orques sont venus me voir, et même des bébés, hein, tout petits. Et c'est vrai que bon, bah chez les mammifères, il y a toujours la mère qui est pas loin et qui surveille. Et c'est vrai que j'ai eu des interactions comme ça où des jeunes venaient me voir et puis les femelles s'interposaient pour les repousser, puis ils revenaient, puis elles les repoussaient encore. Enfin bon, bref, il y a eu un jeu comme ça assez marrant. Et puis ça m'est déjà arrivé, oui, de voir dans les comportements
en tout cas moi, de les interpréter comme ça, c'est-à-dire ah bah là on est curieux, on vient de voir, là on est ok pour que tu nages avec nous, c'est que là bon bah ça sert à rien de nous suivre, laisse tomber. Bon voilà, j'ai réussi, en tout cas j'ai l'impression à interpréter tout ça. Peut-être que je me fais complètement des films, mais j'avais l'impression, alors quand on a un prédateur de 8 tonnes qui essaie de nous dire quelque chose, finalement Oui, j'ai l'impression on essaie d'écouter. assez vite, on comprend quand même clairement les choses. Et voilà, et puis bah il y avait les baleines avec effectivement, alors qu'elles sont beaucoup moins là-dedans, donc c'est beaucoup plus brutal. Oui, t'étais à côté, je crois, quand il y en a une qui Elles sont sort. moins délicates, ouais, elles sont là pour bouffer, puis elles nous rentrent dedans s'il faut nous rentrer dedans, mais j'ai l'impression qu'elles calculent pas trop, parce qu'elles sont quand même dans une certaine frénésie alimentaire avec banc de harengs qu'elle dévore, quoi. Et alors peut-être qu'encore une fois que je me fais des films, j'ai l'impression qu'elles sont moins conscientes de là où elles vont, voilà, mais peut-être qu'en fait elles le sont complètement et que quand elles nous rentrent dedans, c'est pour nous dire de dégager. C'est possible aussi, hein. Peut-être aussi. Voilà, donc fallait faire attention à tout ça et puis essayer, voilà, d'interpréter aussi tous ces signes qu'on voyait pour comprendre à un moment donné que bon bah il fallait sortir de l'eau quand on gênait, quoi, et ou s'écarter, ou voilà, ou simplement sortir de l'eau, quoi. Donc ça a été aussi une manière pour moi de réussir à comprendre comment réussir à être le moins invasif possible dans l'approche des cétacés, parce qu'on l'est de toute façon. Oui, bien sûr. Moi, j'y vais pour témoigner de quelque chose, donc il y a un message, donc on a les caméras et on montre des choses, donc il y a cette mission-là, entre guillemets, qui justifie pas forcément ce qu'on faisait, mais Qui existe. qui existe en tout cas. Mais c'est vrai que in fine, je pense que l'idée, c'est quand même d'essayer de les laisser le plus. C'est ce que j'allais te poser comme question de presque fin, en fait. Si on arrive un petit peu à la fin de ce Ouais, podcast, c'est c'est ta mission, enfin voilà, cette mission, enfin si demain, Arthur, on se revoit dans 5 ans, c'est quoi le projet et c'est quoi ta mission? Où est-ce qu'elle t'emmène? alors je développe quand même un projet avec Cellar Expédition actuellement pour janvier 2027 où on va emmener des gens naviguer dans les fjords norvégiens avec un bateau propulsé au solaire, silencieux, enfin bon, un truc assez révolutionnaire et un gros bateau, hein, un truc qui fait 80 mètres de long, un gros bateau, mais voilà, très très silencieux et très respectueux de l'environnement. Et donc on va emmener une trentaine de personnes sur cette expédition pour observer les animaux dans les fjords et tenter des mises à l'eau, mais encore une fois en essayant d'être voilà, le moins invasif possible et le plus respectueux possible, et en essayant de transmettre ces valeurs aux gens qui seront présents, pour leur expliquer aussi ce qu'on fait là, c'est pas anodin, ça a aussi il faut le faire de la manière la plus respectueuse possible, quoi. Mais c'est aussi une manière de sensibiliser les gens à la beauté des animaux, de pouvoir les observer dans leur milieu naturel, euh, en essayant de ne pas les déranger, tout simplement. Donc voilà, et c'est vrai qu'il y a plein de manières différentes d'observer les cétacés, et je pense que ce qu'on fait avec Cellar Expédition est acceptable. Voilà, je pense vraiment, hein, parce qu'il y a vraiment tout est pensé pour perturber le moins possible ces environnements, quoi. Donc c'est quand même, ils ont une approche assez intéressante, tout en faisant de la sensibilisation. C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que au-delà du voyage, on est sur vraiment de la sensibilisation, quoi, à l'environnement? Tout à fait, il va y avoir des conférences. Alors moi, je vais donner des conférences à bord, mais il va y avoir aussi des scientifiques, donc des biologistes, des experts des cétacés qui seront là. Il va y avoir aussi des études scientifiques à bord, parce qu'il y a un laboratoire à bord, donc on mène aussi des études scientifiques pour comprendre justement ces environnements et transmettre aux personnes qui seront là, aux passagers, euh, tout un tas de choses, de concepts, de techniques d'approche, de concepts, de résultats d'études, pour leur enseigner finalement euh, ce qu'est je dirais pas la bonne approche, mais en tout cas
pour leur expliquer le milieu auquel ils font face, quoi, ou dans lequel ils s'immergent, quoi. S'immergent au sens figuré. Ouais, bien sûr. Et Mais derrière, aussi, comment on peut continuer à en prendre soin, quoi. ouais, bien sûr, et aussi s'immerger au sens propre, parce qu'on va se mettre à l'eau aussi. Donc voilà, donc c'est un projet assez intéressant. Eh bien, merci Arthur pour cet échange. Merci. Voilà. J'ai presque envie de clôturer sur ta phrase pour dire que finalement, est-ce que la motivation et se réaliser soi-même, c'est pas aimer se confronter à des choses qui nous font sortir de notre zone de confort Oui, et être acteur de sa propre existence, comme tu le dis si bien. Merci pour tous ces messages que tu nous fais passer. C'était un plaisir pour moi de te recevoir. J'espère que vous apprécierez cet épisode. À très bientôt, j'espère, Arthur. Et puis, je vous souhaite une très bonne écoute. Yep. Merci. Merci d'avoir écouté, visionné cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous invite à m'envoyer un message si vous-même vous souhaitez passer à l'action et lever vos freins. N'hésitez pas à vous abonner et rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode.